tous les travaux que je vais présenter sont des travaux de recherche des scientifiques qui sont allés en mer, qui ont constaté cette problématique et qui ont publié dans des revues qu'on appelle revues de rang A et qui ont été révisées par nos pairs. Ce qui veut dire que je ne vais pas vous dire que dans l'océan, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons, parce qu'on n'est pas encore là. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à trouver ce genre d'informations. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment des choses qui ont été faites, étudiées, principalement la recherche scientifique en général et sur les plastiques, c'est une recherche vraiment à long terme. C'est des choses qu'on commence, qu'on doit réfléchir, qu'on doit voir comment est-ce qu'on peut intégrer ce qu'on connaît avec d'autres disciplines, parce que c'est une recherche pluridisciplinaire. Et du coup, je vais dire, tout ce qui est là a été publié et vous pouvez chercher les références. Voilà. Alors, bon, la définition, comme vous connaissez déjà, on a parlé partout de la pollution plastique, mais c'est toutes les émissions et tous les risques résultant de la production, de l'utilisation et de la gestion et des rejets des plastiques. Alors, comme vous pouvez voir, les plastiques, ici sur la droite en Méditerranée, ils vont comprendre presque 100% des déchets en mer. Depuis 1950, quand le plastique a commencé à être industrialisé, mais l'homme a produit 8 milliards de tonnes de plastique. Alors, c'est énorme. Et actuellement, on est là, hein, parce que voilà, les données ne sont pas encore en 2023. Mais en 2016, nous avons produit 460 millions de tonnes de plastique. Et si ce scénario continue, là, parce que vous voyez que c'est une montée exponentielle, en 2050, mais il y aura 18 millions de tonnes, parce qu'on a une augmentation à peu près de 4% par an, si aucun scénario de réduction des plastiques ne sera pas adopté à partir de maintenant. Ce qu'il faut aussi savoir, parce que c'est très important pour la suite, c'est que les plastiques, hein, la production industrielle de plastique par différents secteurs, voilà, le plus grand secteur de production, c'est le packaging. Ça veut dire les emballages, et souvent des emballages à usage unique. Ça veut dire que ça, c'est très important de savoir, et aussi les textiles. Parce que bon, après, la construction et tout, c'est des plastiques qui vont rester très longtemps piégés, je vais dire, dans la terre. Tandis que les autres, vous allez voir où est-ce qu'ils vont finir. Alors, le plastique, hein, 99% est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Alors, on les sépare par différents types de fabrication. Ça veut dire qu'il y a des plastiques malléables, il y a d'autres qui vont avoir une forme définitive au premier refroidissement, par exemple comme les textiles et polyester. Voilà, le polypropylène et le polyéthylène, c'est les plastiques qu'on utilise surtout pour les emballages, les boîtes alimentaires, voilà, ils vont être chauffés. Et le problème, alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore un consensus des industriels de se dire on va tenter d'harmoniser les différents types de plastique pour plus tard pouvoir peut-être le recycler ou rentrer dans une économie circulaire. Ça veut dire qu'on commence déjà, le problème, il est là. Alors, d'où viennent les plastiques qu'on retrouve dans les océans? Alors, on a déjà parlé de ça. Ça veut dire que les études ont montré qu'environ 80% des plastiques viennent de la terre, évidemment des déchets mal gérés, bon je passe vite, les rivières, les événements naturels, comme on a déjà parlé, et 80% à peu près des activités maritimes. Mais ça, c'est une moyenne, parce que si vous allez dans le Nord Pacifique, nous avons vu qu'à peu près 46% des plastiques viennent des activités maritimes et surtout de ce qu'on appelle les filets fantômes. Ça veut dire que ce sont des filets qui sont écartés, qui sont jetés. Et vous connaissez tous les problèmes parce qu'il y a un vrai problème pour la vie marine, parce que ces filets peuvent rester jusqu'à 600 ans en mer. Et à peu près, il y a 100 000 mammifères marins qui meurent chaque année à cause de ce type de problème. Mais combien de temps les plastiques restent dans l'océan? Alors, vous savez qu'on a fabriqué le plastique exactement parce qu'il est magique, hein, il est presque indestructible,
Et on n'a pas une certaine vision encore, parce que ça fait à peu près 70 ans qu'on travaille avec les plastiques. Mais les physiciens qui travaillent sur la dureté des matériaux, ils ont fait des simulations au laboratoire, évidemment. Et on sait à peu près qu'une ligne de pêche, ces lignes qui ont fait les filets, elles peuvent durer en mer 600 ans. Une bouteille à PET, ces bouteilles qu'on boit de l'eau, 400 ans, 450, des gobelets 50, et les sacs entre 20 et 100 années. Alors, juste pour vous donner une idée de l'absurdité de notre problème, c'est que un plastique qu'on va utiliser de 5 minutes à 1 heure, il va être écarté, il va être jeté, s'il est jeté, mais il va perdurer dans l'océan de 50 à 600 ans. Et c'est ça qu'on n'a pas encore compris et pris en compte dans les études et même dans le propre prix de ce gobelet et de ces plastiques. Alors voilà, il y a 2 types de plastiques, on parle des plastiques primaires qui entrent dans l'océan sur forme macroscopique et petit à petit, ils vont se fragmenter. Alors les scientifiques parlent de macro, méso, micro et nanoplastiques par rapport aux tailles de ce plastique. Mais ça veut dire qu'il y a un plastique qui va être jeté sur sa forme macro et petit à petit, il va se désagréger, ici des microplastiques, la taille d'un confetti, et jusqu'au nanoplastique, ça veut dire que c'est une décomposition continue dans le temps. Et ces nanoplastiques, que je vous parlerai un petit peu plus tard, on ne sait même pas encore en mer comment les analyser, comment les récupérer. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on commence à se rendre compte de ces types de plastiques. Après, il y a d'autres plastiques qui rentrent directement dans le milieu marin sur la petite taille, microscopique, comme les granulés, les produits cosmétiques, qui maintenant, c'est presque banni. Il y a des lois maintenant qui ont banni ces petites microbilles des produits cosmétiques. Mais ce qui reste, qui est très, très important, c'est les fibres synthétiques de lavage. Ça veut dire qu'elles sont lâchées dans l'environnement. Je vais vous montrer nos travaux. Et on pensait que c'était les plastiques les plus abondants, jusqu'à découvrir qu'en effet, l'abrasion des pneus et des freins, ils vont produire ces nanoparticules qui vont être lâchées dans les lacs, dans les océans et dans l'air. Et pour l'instant, c'est pareil. Voilà, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a 4-5 ans et qu'on ne sait pas encore comment les traiter. Alors, une fois qu'ils sont dans les océans, où vont tous ces plastiques? Alors, ils vont s'accumuler dans les 5 principaux gyres océaniques. Alors, pourquoi ils s'accumulent là-bas? Ils viennent, vous voyez, des continents, et par l'effet de rotation de la Terre, Coriolis, et par l'effet des courants, ils vont petit à petit se concentrer dans ce qu'on appelle ces gyres, comme je vous ai montré il y a 5, et je vous parlerai surtout de celui-là après. Mais aussi, on trouve beaucoup de plastique en Arctique, en Antarctique et en Méditerranée. Alors, quel type de polymères on trouve dans les océans? Alors, quand on parle de recyclage, qui pour moi, c'est quelque chose qui, je pense, qui va être dans quelques années quelque chose de très démodé. Pourquoi? Parce que les plastiques qu'on trouve, c'est des assemblages très hétérogènes. Ils vont changer en forme, en couleur, en type, en différents additifs qu'on va mettre dedans. Ce qui fait que le recyclage de ces plastiques, mis à part faire des chaussures Nike ou je ne sais pas, des casquettes, c'est très, très difficile à le réutiliser. Ça veut dire que cette idée de dire, oui, on va nettoyer les océans, on va utiliser ces plastiques, c'est un peu utopique. Après, comme je vous ai dit, ça, c'est des résultats qu'on a publiés pour la Méditerranée. En Méditerranée, mais la majorité des plastiques qu'on trouve en mer, c'est du propylène et polyéthylène qui viennent des emballages et aussi un peu de polyamide. Ça veut dire que, vous voyez, c'est toujours là la clé. C'est tous ces plastiques à usage unique. Combien de plastiques dans l'océan? Ça veut dire que par rapport aux plastiques qui sont produits chaque année, voilà, comme je vous ai parlé ici, 460 000, on produit 10% de déchets et les physiciens ont simulé quelle est la quantité de ces déchets mal gérés qui rentrent dans l'océan mondial et ça tourne autour de 8 à 12 000 tonnes chaque année. Et ils vont se transformer, comme je vous ai dit, jusqu'au microplastique, avec ces transferts dans la chaîne trophique, que je vous parlerai plus tard, qui est très important. Et si on parle pas en tonnes, mais en nombre, c'est de 5 à 170 trillions de petites particules
qui vont flotter dans l'océan. Et je vous montrerai ce qui peut arriver. Alors, pour les plastiques plus grands, voilà, quels sont les dangers? Ben, c'est l'ingestion. Hein. Ça veut dire qu'il y a des îles au Pacifique, à côté d'Hawaï, que presque 100% des oiseaux ont des plastiques dans leur estomac. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont proches de ces jarres océaniques. Ça veut dire que c'est des îles très pristines, hein, qu'il n'y a personne là, et que ce plastique va arriver petit à petit des différents continents. Après, bon, je vous ai montré voilà, les filets de pêche, mais aussi, une menace, c'est la dégradation de l'environnement marin et de la façon qu'on va avoir d'aborder cette pollution au moment où on va se trouver sur la plage, sur des endroits très sales. Il y a des études anthropologiques qui ont montré que quand la maison est propre, on la maintient propre. Quand notre maison est sale, mais on va avoir la tendance de la laisser sale. Et c'est ça qui arrive à l'environnement aussi. Ça veut dire que quand vous vous trouvez dans une ambiance sale, mais vous allez dire, oh, mais il y a déjà là, on va le jeter. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose aussi qu'on étudie et qui est très important au niveau de la pollution plastique. Alors voilà, c'est que là je parle un peu voilà, des menaces pour la chaîne trophique. Ici c'est des microplastiques. Ils vont être mangés hein, par le zooplancton et par les baleines qui filtrent ce zooplancton. Et ben, les petits poissons vont manger le zoo, les grands poissons vont manger ces petits poissons et les oiseaux ben, vont manger tout. Et il y a aussi un autre danger et c'est un peu ce que notre équipe au laboratoire en ce moment travaille. C'est que ces microplastiques, hein, c'est des vecteurs, c'est des radeaux pour des espèces bénéfiques, toxiques, pathogènes ou exotiques. Je vous parlerai un peu plus tard, mais vous voyez, c'est des petits radeaux. Imaginez en Méditerranée, voilà, il y a des milliards de plastiques, et ça veut dire qu'ils peuvent apporter par la mer Rouge, par la terre, ces organismes, et surtout ici, alors j'ai mis algues, mais en effet, c'est des cyanobactéries benthiques. Ça veut dire qu'elles vivent dans le benthos et on les trouve très abondantes en surface. Ça veut dire que les plastiques vont être aussi un vecteur de changement de la conception qu'on a en océanographie des milieux benthiques et de milieux océaniques. Ça veut dire que c'est quelque chose au niveau de la biodiversité aussi très importante parce qu'il y aura des compétitions des espèces qui ne devraient pas être là ensemble. Et après, je vous parlerai des pathogènes, hein, parce que ici, c'est une fibre qu'on a trouvée en face à la baie de Nice. Hein, et ici, sont les bactéries qui sont accrochées, qui sont des bactéries pathogènes. Alors, les plastiques, ils peuvent aussi, comme je vous ai dit, rentrer dans cette chaîne trophique. Ça veut dire que des études montrent qu'ils vont absorber des polluants, mais ils vont aussi lâcher au moment qu'ils se fragmentent tous ces additifs qu'on connaît très peu. Et il y a cette possible transfert dans la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. Alors, les huîtres, les moules, elles accumulent des microplastiques. Et des études ont montré que si on mange une douzaine de huîtres ou de moules, on va manger une centaine de plastiques. Alors, les effets pour la santé, ce n'est pas seulement d'avoir ingéré ces poissons, c'est aussi ces potentiels additifs comme les retardateurs de flamme, les stabilisants, les plastiques qui sont souples, transparents, parce qu'il n'y a aucune législation. On ne connaît même pas, nous, les scientifiques, quels sont les types d'additifs quand on veut faire des études. Et il n'y a pas d'harmonisation. Et tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens, des carcérigènes, ils causent des problèmes de reproduction. Et on commence maintenant à étudier ça. Et après, l'ANSES, elle dit aussi qu'une principale source d'exposition des plastiques, c'est la migration des produits chimiques contenus dans les emballages qu'on utilise et qu'on boit vers le corps humain. Et bon, comme vous savez, hein, on avait déjà parlé qu'il y a des plastiques dans la bière, dans le miel, dans le sel, dans l'eau, dans le robinet, dans le miel. Oui, parce que les abeilles, quand elles vont polliniser, comme il y a beaucoup de plastiques qui sont dans l'atmosphère, et maintenant, il y a même un logiciel qui compte combien de kilos de plastique tombent sur Paris. Là. Vous savez, pendant les réunions là, de la semaine passée, il y avait 46 kilotonnes, 46 kilos de plastique qui tombaient de l'atmosphère chaque jour. C'est que vous voyez? Bon, mais écoutez, on ne va pas être trop... Bon, alors maintenant, je vais vous parler un peu de recherches qu'on fait au laboratoire de Villefranche. Non, ça va là, j'ai assez bu maintenant. Merci. Alors, les recherches voilà, qu'on fait au laboratoire de Villefranche,
Et bon, ici, c'est mon petit groupe, hein, dont quatre chercheurs, postdoctorants, ingénieurs sont là. Alors, à quoi nous, on s'intéresse? Alors, si je résume un peu les processus clés du devenir des plastiques en mer, hein, le plastique, il va entrer en mer, voilà, par les rivières, les plages, bon, je n'ai pas parlé d'atmosphère. Et les plastiques plus lourds, ils vont tomber, voilà, directement, c'est moins de 50%. Les autres plastiques vont subir tous les processus de fragmentation, de transport. Ils vont être colonisés par ces plusieurs groupes d'organismes qui, nous, on va parler la plastisphère. Cette plastisphère, ces biofilms, ils vont faire que les plastiques deviennent lourds et ils vont commencer à sédimenter. Et en même temps, mais comme ils vont avoir un goût un peu appétiteux pour les organismes, mais il y aura un transfert trophique, ça veut dire que les organismes peuvent le manger. Et alors, qu'est-ce qui ça nous intéresse? À Villefranche, on ne s'intéresse pas par le plastique en tant qu'objet, en tant que polymère. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a rentré dans le réseau trophique marin et que maintenant, il est indissociable de ce réseau. Ça veut dire que nous nous intéressons à étudier comment le plastique agit avec le vivant. Et je pense que c'est ça, en effet, la clé de nos recherches, parce que vous allez me dire, bon, maintenant que les plastiques sont en mer, à quoi ça sert les étudier? Ils sont là, non, parce qu'ils vont interagir avec la vie, ils vont bouleverser les systèmes, ils vont bouleverser le climat, voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on essaye d'étudier. Ici, j'ai mis certains projets, je vais vous montrer juste la première page, parce qu'on travaille beaucoup avec des projets européens. Alors, bon, qu'est-ce qu'on est allé faire quand on a étudié le transport des plastiques? J'ai beaucoup travaillé avec la Fondation Tara, qui a été fondée par Agnès B, hein, que vous devez connaître, et son fils. Et du coup, ils nous ont proportionné vraiment des missions dans tous les mers et dans tous les océans. Pas seulement sur les plastiques, hein, surtout sur la biodiversité, sur les coraux. Mais comme on travaille un peu pluridisciplinaire, mais on a toujours un petit filet pour récolter les plastiques aussi. Et qu'est-ce qu'on a montré? Mais on a montré, hein, c'est un article qui est sorti dans une revue très très connue, Science Advance, mais on a montré que, mais on a vu beaucoup de plastique en Arctique, et quand on a essayé de voir le nombre de plastiques par habitant, on a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a trop de plastique par habitant, il n'y a pas d'habitants presque en Arctique. Et en effet, en modélisant ces plastiques, on a montré que ces plastiques ils sont transférés de l'Atlantique et de l'Europe par des courants, hein, jusqu'à la mer de Groenland, où ils vont couler là-bas. Ça veut dire qu'il y a une grande pollution qui est là, dont cette région très pristine n'a rien à voir. Et je pense que c'est vous qui avez parlé par rapport au transport des plastiques. Le plastique n'a pas de frontières. Ça veut dire que si vous prenez une bouteille à Paris et vous la jetez dans la Seine, mais si on pouvait marquer cette bouteille, hein, ce qui a été fait dans d'autres études, mais on va la trouver peut-être en Arctique. Ça veut dire que c'est très important de savoir ce genre de résultats. Après, je travaille aussi au Pacifique, hein. Ça veut dire que voilà, avec Tara, bon, on a travaillé aussi dans l'Atlantique, on a fait tout ce tour, aller-retour, hein. Ça c'est l'aller et ça c'est le retour. Mais surtout, j'ai eu la chance, moi, d'être dans l'OLEG, qu'on a travaillé dans ce Great Garbage Patch, là, dans ce qu'on appelle le 7e continent au Pacifique Nord. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Bon, ici, c'est un peu de résultats, c'est un peu difficile à voir, mais en effet, c'est qu'on parle de continent plastique, hein, qu'on peut presque marcher dessus, mais c'est complètement faux, hein, c'est pas ça. Même s'il y a beaucoup de filets, comme je vous ai dit, hein, des filets fantômes qu'on trouve à certains endroits, et même ils vont jusqu'à 30 mètres de profondeur, la majorité des plastiques, c'est moins de 5 mm, ça veut dire de la taille d'un confetti, et ils sont là, hein, ça veut dire que ça, c'est difficile à voir, mais c'est une photo que j'ai prise du bateau. Et on a passé 4-5 jours à voir ça, à voir tous ces petits plastiques. Et on se disait, mais c'est impossible à nettoyer ça. Si on met des filets là, mais on va récupérer les plastiques, mais on va récupérer le plancton. Ça veut dire que c'est pas possible de nettoyer les mers. Mais il faut être là pour voir ça. Et par exemple, juste un résultat que je vous montre, hein, c'est qu'ici, voilà, dans le Great Garbage Patch, là, on a montré que le ratio entre le plancton et le plastique, c'est 1 au supérieur à 1. Ça veut dire qu'il y a
plus de plastique que de zooplancton dans cette région. Et aussi dans la Méditerranée, on a trouvé une zone comme ça. Et après, voilà, en effet, j'ai commencé par la Méditerranée, hein, et la majorité de mes études sont sur le Mare Nostrum. Et surtout, voilà, l'expédition Taha, qu'on publie encore jusqu'à maintenant. On a passé, voilà, c'est une expédition multidisciplinaire parce qu'on avait des biologistes, des physiciens, des océanographes, voilà, qui ont travaillé ensemble dans cette mission. On a passé 6 mois autour de la Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on a réussi à faire et pourquoi la Méditerranée? Mais parce que la Méditerranée, en effet, c'est une mer très fragile, hein, et très affectée parce que, comme vous savez, c'est une mer semi-fermée. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'apports. Mais les plastiques, ils restent dans la Méditerranée parce qu'ils ne peuvent pas trop sortir, hein, par Gibraltar et plutôt ils rentrent ici par la mer Rouge. Et c'est 30% du tourisme international, du trafic maritime. 90% de la population, je vous ai donné des moyennes, mais pour la Méditerranée, 90 viennent de la terre. Ça veut dire que c'est vraiment une mer fragile et avec une pression très importante. Alors ici, je vous montre juste voilà, notre long travail et les publications qui sont sorties. Hein. Ça veut dire que voilà, on a réussi à construire une base de données multidisciplinaire de la Méditerranée, des plastiques, du plancton, de cette faune attachée. Ça veut dire qu'on a maintenant presque 100 000 objets de plastique et 150 000 objets du plancton qui sont catalogués, catégorisés. Et du coup, c'est vraiment une base très riche pour qu'on commence à se poser des nouvelles questions et faire des modèles comme Alberto. Là, on vient de sortir un autre article au mois de mai. Et alors, qu'est-ce qu'on a découvert après près? Que les plastiques sont de très petite taille, parce que comme c'est une mer fermée et qu'elle n'accumule pas les plastiques au centre, mais ils vont être lâchés sur les plages, ils vont commencer à se fragmenter, ils vont être resuspendus vers la mer et ils vont être de plus en plus petits. Et plus les plastiques sont petits, et plus ils vont être dangereux pour la faune de la Méditerranée. Alors, on a évalué à 650 milliards de particules. Hein. Alors, bon, si on considère par mètre cube, ça ne fait pas beaucoup. Mais si vous imaginez qu'il y a 650 milliards de vecteurs des pathogènes ou des algues toxiques, là, ça commence à faire du sérieux. On a montré aussi, hein, ça veut dire que ça, c'est les deux modèles, c'est que pas nécessairement les plastiques qui sont jetés à Barcelone ou ici aux îles Baléares viennent de là. Non, ici, il y a des couloirs des plastiques, mais les plastiques, ils viennent de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Ce qui veut dire, c'est que ça ne sert à rien de, nous, les pays du nord de la Méditerranée, proposer des solutions ou être très contraignants avec ce qu'on fait, si on ne partage pas ces connaissances et si on n'aide pas les pays du Sud, parce que c'est nous qui recevons leurs poubelles. Hein. Et ce qu'on a montré aussi, ça, c'est aussi la modélisation de la Méditerranée. Et en rouge, c'est où les plastiques ont sédimenté. Alors, les plastiques qui flottaient avant, hein, ça veut dire qu'on a simulé ces plastiques et la formation de ces biofilms qui vont le rendre plus dense. Et on a montré en effet que les endroits où les plastiques coulent, c'est très loin des régions où ils ont été émis. Et deux fois, c'est 400-500 km plus loin de leur lieu d'émission. Et là, ça revient une autre fois à cette idée qu'il faut plaider vraiment pour qu'il y ait des règles et de lois communes dans tous les pays méditerranéens. Et ça, c'est un peu pour moi la prochaine étape que j'aimerais un peu me concentrer. Alors, quand on va en mer, qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, on ne fait pas que travailler, mais bon, on travaille beaucoup. Et là, je vous explique un peu. Ça veut dire qu'on a des filets hein, pour récupérer les plastiques. Et comme je vous ai dit que la majorité des plastiques sont flottants, puisqu'on travaille aussi dans la colonne d'eau. Hein. Mais là, je vous montre un filet manta qui récupère les plastiques en surface. On a après, au bout, on a un collecteur hein, où on récupère ici le plastique et le plancton, toute la matière organique. Ici, c'est une photo de ce collecteur-là. Vous voyez, ici, c'est au Pacifique. Le nombre de particules qu'on collecte.
Et alors, sur le bateau, deux fois, on sépare un de ces filets pour faire des études génomiques, parce qu'on a besoin de les congeler à l'azote liquide très, très vite. Et le reste, on amène au laboratoire. Ça fait que ça, c'est ce qu'on a fait, voilà, une partie. Voilà, ici, je vous montre un peu comment on fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a le filet qui arrive, on a des protections et tout, on monte le filet. On a aussi des bouteilles qui récupèrent l'eau et des sondes, parce qu'on veut aussi savoir quelle est la température, la salinité, la fluorescence, la chlorophylle, qu'est-ce qu'il y a aussi comme petit organisme. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'autres appareils et aussi des appareils en continu, hein, que je vous montre par là. Voilà, on sépare aussi le plancton, hein, le zooplancton, parce que voilà, on a des études voilà, qui vont sortir bientôt, de savoir si ce plancton-là qui a mangé le plastique, on peut tracer en effet leur accumulation dans les organismes. Ça veut dire qu'on sépare déjà tout de suite ces organismes, on est là, hein, et on travaille aussi la nuit, hein, ça veut dire qu'on fait des échantillons jour et nuit. Ça veut dire qu'on fait des quarts. Hein. On travaille 4 heures, après on change d'équipe et on travaille aussi toute la nuit. Bon, on ne fait pas que travailler, on s'amuse un peu. Ça veut dire qu'ici, c'est notre cuisinière hein, qui a pêché un maï-maï. Ça veut dire qu'on a mangé du poisson frais la nuit. Et alors, ma postdoc, à l'époque, elle a dit, mais écoute, le plastique là qu'on collecte, qui allait manger directement hein. Voilà. Parce qu'elle en avait tellement marre de trouver des tonnes et des tonnes de plastique. Elle a dit, mais on est dégueulasse, hein. On va les manger. Voilà. Ça fait qu'on s'amuse un peu pour se décompresser. Mais bon, on mange vraiment, hein. On ne mange pas les plastiques. C'est que voilà, on a des repas, hein, et quand il fait beau, on mange voilà, sur l'endroit voilà, où on a après ici tous les engins. Et on fait aussi de la sensibilisation. Du coup, il y a du beau monde hein, qui monte sur les bateaux. Par exemple, ici, c'était Taha Océan. Il y a Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU à l'époque, qui est embarqué sur Taha. Ici, c'est moi, quand je suis arrivée de la mission Taha Méditerranée avec Agnès B. et Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui a voulu absolument monter sur les bateaux. Et c'est un peu là on peut discuter sur cette loi de bannir les sachets à usage unique. Et ici, c'est le prince Albert hein, qui a voulu faire un petit tour aussi quand ils étaient à côté de la Grèce. Alors, tout ça après, quand on arrive au laboratoire, c'est là que c'est en effet le travail le plus long. Parce que, bon, je vous ai montré aussi cette première partie, hein, on fait ça en mer. Mais après, au laboratoire, on va trier ces plastiques. On va les scanner, ça veut dire qu'on a des scanners qu'on appelle le zooscan. On va scanner le plastique, mais aussi le plancton. Et on va sortir une vingtaine de paramètres de chaque objet pour pouvoir après faire tous les modèles. Et en utilisant l'intelligence artificielle, parce qu'on a un software qui s'appelle le Zooprocess, on va catégoriser et par machine learning, le logiciel va apprendre à reconnaître le plancton, le zooplancton. Ça veut dire qu'il va commencer à reconnaître les espèces, hein, même jusqu'au niveau des copépodes, on va savoir quelles sont les espèces, et aussi à catégoriser les plastiques. Ça veut dire que le logiciel, il va sortir si c'est un fragment, un film, du polystyrène. Et petit à petit, plus on incrémente notre base de données, et plus le logiciel va apprendre. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Mais on va stocker ça dans une application web qui va être ouverte hein, à tous les chercheurs, Ecotaxa, où on a ici, mais voilà, chaque objet avec toutes les caractéristiques et ici, chaque organisme planctonique. Il y a un autre travail aussi qu'on a fait qui c'est très important, qui c'était en face à la baie de Nice avec Suez Environnement. Alors pardon parce que c'est en portugais, mais on a caractérisé les microfibres qui vont sortir. Voilà, on a fait un flux depuis la machine à laver jusqu'à l'océan. Bon, je vais juste résumer, mais voilà, on a récupéré l'eau des machines à laver avec divers types de vêtements. Et je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas là, mais on a montré que chaque lavage peut avoir presque 200 000 fibres qui sortent. Ça veut dire que ça, c'est vraiment un vrai problème. Hein. Ça veut dire que il faut régler ça. Voilà. Non, mais on a fait beaucoup de propositions dans l'utilisation des filtres dans les machines, que j'aurais dû le mettre ici, parce que ça commence à sortir. On a aussi travaillé en même temps avec les dépôts atmosphériques,
Alors, il y a 430 fibres qui vont se déposer par mètre carré par jour. C'est qu'on a fait ça là. Et on a vu aussi l'abattement, ça veut dire combien une station d'épuration de troisième génération, hein, comme Aliotis, peut récupérer. Ça veut dire qu'on a collecté l'eau avant et après, l'eau quand elle rentre, et après l'eau quand elle sort de la station d'épuration. Et on a montré, par exemple, ici, que l'abattement moyen de Aliotis est de 92%. Il n'y a pas des effets saisonniers, mais bon, ça, je ne rentre pas en détail. Ça veut dire qu'on arrive quand même à récupérer 92%, mais il y a 4,3 milliards de fibres qui sortent tous les jours dans la mer. Ça fait que, vous voyez, ça, c'est excellent parce qu'on a eu un deuxième projet, ils voulaient augmenter ça, mais c'est très compliqué parce que c'est un problème technologique, des filtres et tout, quand ils ont vu les résultats qu'on a eus ici. Oh, quel dommage, ça n'a pas apparu. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer que voilà, la suite de ce genre de recherche sur le transport des plastiques sont des projets européens. Ça veut dire qu'on monte des gros projets européens avec des gros consortiums. Ici, par exemple, on a 16 pays, hein, on ne peut pas voir ici. Non, 15 partners, voilà, 15 pays. Ça fait qu'on a beaucoup d'argent. Hein. L'Europe finance beaucoup cette recherche. Et alors, on est intéressé, mais on est intéressé à partager nos connaissances. On sépare les projets par work package. Et voilà. Et l'intérêt, en effet, c'est avoir une vision holistique, une vision globale de la problématique. Et la façon qu'on peut avoir ça, mais c'est collaborer avec des laboratoires qui vont être spécialistes dans chaque domaine. Alors, je ne rentre pas plus dedans parce que, voilà. Juste un exemple d'un projet là qu'on vient de finir et que mademoiselle là a eu un projet de 2 ans de postdoctorat. Voilà. C'est pour étudier l'impact de la colonisation des biofilms sur les plastiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a installé des cages dans 3 laboratoires méditerranéens et 3 laboratoires en Atlantique, dont un au Brésil. Et on a utilisé la même méthodologie, on a harmonisé depuis le début les expériences pour pouvoir les comparer, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet, et pour avoir des résultats fiables. Et quel était notre intérêt? C'était de voir, parce qu'on a utilisé plusieurs types de polymères, dont un qui c'est le PLA, qui c'est un biopolymère. Si cette formation de biofilm qui va aider le plastique à vieillir, ou qui va le protéger du vieillissement, ou qui va transporter des espèces pathogènes et tout, est la même dans différents endroits de la planète. Et si ça change aussi par rapport à la richesse de l'eau de mer, parce qu'il y a des mers qui vont être riches ou moins riches. Ça fait que du coup, on a installé, hein, si c'est Villefranche, on installe ces cages, on récupère, voilà, on a 1 millier de plastique et on les enlève 7 jours, 15 jours, 30 jours, différentes saisons. On envoie aux partenaires pour certaines analyses et nous, on a reçu tous les plastiques pour travailler sur la diversité de ces plastiques. Et parallèlement aussi, mais on a mis en culture ce biofilm, hein, pour connaître les espèces, hein, en plus de faire la génétique. Ça fait qu'ici, je vous montre, hein, c'est un travail très très long. Hein, ça fait qu'on cultive, ça c'est au muséum à Paris, et on peut connaître ces espèces. Et c'est là qu'on a vu que cette espèce-là, mais c'est une espèce benthique. Voilà. Une espèce benthique, ça veut dire que c'est une espèce qui vit au fond et qui normalement ne doit pas se trouver voilà. Ça fait qu'elle a une période de la vie qu'elle peut être pélagique, mais elle va s'associer avec d'autres algues et c'est très éphémère. Et il n'y a pas de raison qu'on trouve ces espèces au milieu de la Méditerranée comme on a trouvé. Voilà. C'est Calotrix, par exemple, qui c'est voilà, une des espèces qu'on trouve. Après, alors c'est dommage. Après aussi, voilà, on a des analyses de base qu'on va faire dans tous les pays. Ici, je vous montre juste, voilà, ça veut dire qu'on fait de l'analyse d'images avec des microscopes. Ici, c'est une résolution de 100 fois. Ici, c'est une résolution de 5 000 à 12 000 fois.
avec un microscope à balayage. Et du coup, on va connaître les structures du plastique, voir comment il se fragmente. Ça, c'est très important pour les physiciens, pour savoir voilà, quel est le temps que ces plastiques vont rester en mer, et pour nous, de savoir quels sont les types d'organismes qui vont être fixés. Et après, on utilise des appareils pour connaître le type de polymère, parce que quand on récupère ces plastiques en mer, par exemple, bon, là, c'est une expérience qu'on savait quel polymère on mettait, mais on fait aussi des expériences où on ne sait pas quel est le type de polymère. Et c'est pour ça qu'on sait que la majorité en Méditerranée, c'est polyéthylène, polypropylène. C'est à cause de ce genre de recherche. Ici, juste une idée, voilà. Ça veut dire que tout ça, c'est la taille d'un confetti à peu près. Hein. Ça veut dire que c'est des plastiques qu'on trouve en mer. C'est presque magnifique, hein, vous allez me dire. Hein. C'est très, très beau. Et ça fait qu'on fait beaucoup d'études. Alors, ce que vous voyez ici en rouge, c'est par analyse d'image qu'on va savoir quel est le pourcentage de colonisation de ces plastiques. Après, on va enlever cette flore, on va les peser pour savoir quelle est la biomasse qui peut contenir ces biofilms, parce que ça, c'est très important dans le flux de carbone en mer. Vous voyez, ça veut dire que c'est des recherches vraiment qui impliquent aussi l'océanographie. Et ici, je vous donne un exemple, voilà, entre 5 et 10 000 fois d'agrandissement. Un tout petit bout de plastique, et là, on connaît soit les structures du plastique, soit les espèces, hein, des diatomées ou des bactéries qui sont à l'intérieur. Et ça, on a des milliers et milliers d'images. Ça veut dire que voilà, ça prend beaucoup de temps. Et alors, quels sont les résultats de ces recherches? Ici, c'est une publication là qu'on est sortie avec Anna en 2022. Mais on a montré qu'il y a Vibrio parahemolyticus, qui c'est une bactérie pathogène, sous les fibres, hein, dans la baie de Nice. Et c'est la première fois, bon maintenant il y a d'autres recherches, mais qu'on a trouvé une bactérie pathogène sur des fibres. Ça veut dire que c'est possible. Et en plus, c'est qu'on a montré et qu'on a continué les études, que cette possible virulence, elle augmente avec la température. Alors là, on a trouvé ça quand la mer faisait 26, à l'été il y a quelques années. Et là, on a recommencé les manips en août, et la mer, elle était à 29,3. 29,4. Vous voyez, ça veut dire qu'on arrive déjà dans le futur. Et ça, c'est très inquiétant. Bon, ici, c'était juste pour vous montrer que les résultats un peu qu'on a vus de nos recherches sur la diversité utilisant les approches génétiques dont Anna travaille. Mais on a montré, par exemple, que ce sont les différences géographiques plutôt que le type de polymère qui vont être responsables par la diversité de ces communautés. Bon, ici, c'est Villefranche, ici, c'est les autres régions de la mer. Et on a aussi un autre projet avec l'Université du Mexique, parce qu'aussi, on est en train d'étudier quelles sont les bactéries qui peuvent biodégrader les plastiques. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment après de rentrer au niveau industriel, mais c'est intéressant de savoir les consortiums bactériens qui sont dans ces plastiques pour des futures recherches en biotechnologie. Bon, alors je vais passer très rapide parce que je parle beaucoup là. On travaille aussi sur les méduses, hein, parce que voilà, les méduses sont considérées comme un indicateur de la pollution plastique parce qu'elles filtrent beaucoup et elles ne sont pas sélectives. Ça veut dire qu'on étudie le contenu stomacaux de ces méduses, mais ça ne nous intéresse pas seulement de voir qu'est-ce qu'elles mangent comme plastique, mais aussi qu'est-ce qu'elles mangent comme zooplancton. Parce que pour les poissons, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Parce que voilà, il faut qu'on dégrade la matière organique, tandis que les méduses, on peut les voir après au microscope, hein, on peut les scanner ici. Hein. Ça veut dire qu'on coupe les somas de la méduse, on les fixe, on sépare, on regarde au microscope, on va les scanner, et après on va faire des analyses chimiques pour savoir quels sont les types de plastique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que vraiment c'est important qu'on étudie l'ingestion des plastiques, parce que si on dit « ah non, il n'y a que 2-3 plastiques, ce n'est pas important », mais si on montre que la moitié de l'ingestion des organismes, c'est des plastiques, ça va avoir une conséquence très importante sur la reproduction de ces organismes. En effet, l'idée, elle est là. Alors, c'est pareil, hein, on récupère ces objets. Ici, par exemple, on a montré qu'en moyenne, il y a 13% de le rapport entre les individus, les plastiques et les zooplanctons. Il y a 13% de plastique, il y a 16% de plastique dans les contenus stomacaux des méduses.
Et après, on fait pareil, hein, on rentre tout dans nos bases de données pour avoir des données pour plus tard pouvoir comparer avec des expériences dans d'autres endroits. Alors ici, c'est un autre gros projet européen aussi, qui du coup, c'est Rossio qui travaille. Hein, elle a un projet pour 2 ans avec Emma. Et c'est pareil, l'idée, en effet, c'est Land-Based Solution of Plastic in the Sea. Ça veut dire que c'est un gros consortium qui va travailler dans tous les compartiments, l'atmosphère, les sources dans les rivières, les bassins, les estuaires et la mer. Avec les nano, micro, on va travailler sur les produits chimiques, avec les satellites. Ça veut dire qu'il y a il y a globalement un groupe de chercheurs qui se met ensemble pour à la fin tenter d'avoir une vision globale sur la problématique. Même si chacun fait une partie de ce travail, le but à la fin, c'est qu'on fasse des synthèses et qu'on envoie à l'Europe, parce que, vous voyez, ce projet, on a eu 5 millions, un peu plus de 5 millions d'euros de l'Europe. Alors, qu'est-ce que nous, on fait à Villefranche? Bon, on fait pas mal de choses, mais là, c'est le travail de Emma. Mais on est intéressé exactement de voir, quand je vous ai montré le premier en transparent, en diapo, où on a vu que les biofilms, ils peuvent s'accrocher, coloniser ces plastiques et les rendre plus denses. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si est-ce que ce processus arrive en mer, quelle est l'importance de ces processus. Avec Alberto, on a fait un article où on a montré qu'il y a un temps de résidence et une densité nécessaire pour que les plastiques coulent et pour qu'ils atteignent le fond. Et c'est là qu'on récupère ce genre de données. Ça veut dire qu'on prend ces plastiques avec les biofilms, on va les, pareil, caractériser, hein, ça fait qu'on fait toutes les mêmes analyses. Et après, mais on a un dispositif expérimental, c'est une colonne de sédimentation, celle-là, elle fait 1 mètre, et on met les plastiques, et on va petit à petit voir, on les récupère tous les 15 jours, mois. Là, je pense qu'on est à 100, combien de jours? 180 180 jours, hein, ça fait qu'on fait ça tous les 15 jours, et il y en a encore, tous les films ont sédimenté, et pas les fragments. Il y a encore des fragments qui restent, et du coup, mais on va filmer ça, on aura la vitesse de sédimentation, et on va donner au modélisateur pour étudier le transport de plastique. Ça veut dire que déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on trouve beaucoup moins de films en mer que de fragments, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on trouve moins de films que de fragments, sachant que la production des films et des fragments est à peu près la même. Mais voilà la réponse, c'est que mais les films, ils sont plus colonisés, ils sont plus légers, ils ont un rapport surface-volume qui vont les permettre d'être colonisés plus facilement et coulés. Ça veut dire qu'on connaît de quoi on parle. Vous voyez, c'est ça, la recherche est très longue. Bon, mais j'ai fini un peu et je parlerai juste quelques solutions, mais je pense qu'on a déjà pas mal discuté de ça. Hein. Ça veut dire que est-ce que c'est possible un océan sans plastique, hein? Est-ce que c'est une réalité ou une utopie? Alors, il y a plusieurs initiatives ou actions qui proposent de nettoyer les océans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Boyan Slat. Hein, ces petits jeunes là qui voulaient nettoyer les océans et qui a déployé voilà dans le Great Garbage Patch là du Pacifique Nord, mais des bouées en disant mais je vais récupérer tous les plastiques du Jar. Hein. Le Jar il fait 6 fois la France, hein, pour vous donner une idée. Mais c'est pas si simple. Hein. Déjà, il n'a pas réussi à déployer ces bouées parce que mais il y a le vent, il y a la mer, il y a les courants et c'est une goutte dans l'océan. Et moi, personnellement, je pense que ce genre d'initiative, elle est très valorisante, mais elle déculpabilise les industriels et aussi le citoyen qui va dire « Ah, mais il n'y a pas de problème, quelqu'un va faire le travail pour moi ». Alors moi, je ne le critique pas, hein, parce qu'il a eu quand même cette idée, mais il a récupéré beaucoup d'argent pour faire ça. Mais il est très intelligent, ça fait qu'il a bien vu que ça, c'est pas très possible. Surtout pourquoi? Mais parce que les plastiques sont là, les poissons aussi. Hein. Même s'il a réussi quand même à collecter là 280 000 tonnes là dans le Great Garbage Patch, mais il a dit mais je vais utiliser mes techniques pour travailler dans les rivières. Alors il a monté un projet Interceptor Project in Rivers, où c'est la principale source de pollution, et là, il récupère les plastiques avant qu'ils arrivent en mer.
Et là, c'est génial. Est-ce que ça fonctionne dans les rivières? C'est-à-dire mettre cette filet qui récupère, par exemple, à l'amont le plastique qui descend, et puis il les récupère avant qu'il arrive à la mer. Alors, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Imaginez l'extension de l'océan et la taille de son tapis roulant, mais ça marche. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est ça qui est important. Et après, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, je sépare 3 niveaux de possibles solutions. Hein. Ça veut dire que le citoyen, l'État, et la dernière, je vous parlerai. Ça veut dire que quand on donne des messages, quand on part avec Tara, par exemple, on essaie de sensibiliser les populations chaque fois qu'on reste dans un port pendant une semaine, que ce soit en Méditerranée Est, Ouest ou en Atlantique. Et l'idée, bon, ben, vous connaissez, hein, refuser les plastiques à usage unique, réutiliser, recycler, revoir notre système de notre comportement, la façon qu'on utilise le plastique. Mais voilà, mais l'idée, elle est de dire que mais you need to close the tap. Ça veut dire qu'on doit fermer le robinet et empêcher que ces plastiques rentrent dans l'océan. Alors, pour vous donner une idée, refuser hein, les plastiques à usage unique, la masse d'une bouteille vide de 200 grammes, hein, mais c'est 30 morceaux de plastique d'un centimètre, c'est 20 000 morceaux de microplastique d'1 millimètre, et c'est tout ça là, c'est des quadrillions de nanoplastiques. Alors, juste pour vous donner une idée, je ne sais pas actuellement combien de bouteilles sont jetées en mer. Moi, je savais qu'il y avait 17 milliards de sachets plastiques en France qui étaient jetés dans l'océan, qui étaient fabriqués, pardon. Alors, imaginez 10% de ça, et imaginez 10% de ça en mer, vous allez avoir une idée. Voilà, ça c'est toute la sensibilisation. On peut discuter après, bon, le nettoyage de plage, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien par rapport au plastique, parce que c'est pareil, hein, les services de nettoyage, ils viennent après, ils nettoient, mais c'est une façon de sensibiliser les populations, de se dire, voilà, je suis en train de nettoyer, je vois la saleté, mais maintenant qu'elle est propre, j'ai plus envie de la salir. C'est ça l'idée. Marie-Louise, je voulais vous dire une chose sur le plastique. Par exemple, j'ai un fils qui habitait à Munich. Quand il allait chercher 6 bouteilles d'eau en plastique, parce que c'est quand même pratique par rapport au verre, au supermarché, il fallait ramener les 6 bouteilles vides pour pouvoir pour pouvoir acheter les nouvelles. Donc, je pense que c'est pratique parce qu'il ne faut pas rêver de revenir quand on les lait avec les verres, c'est plus lourd, ça se casse, ça fait des vitres par terre. Enfin, je pense qu'on utilisera encore le plastique, mais déjà une petite éducation minimale. Hein. Vous allez acheter au supermarché 6 bouteilles de viande, vous avez un petit conteneur au lieu d'un sachet autre, vous ramenez les 6 bouteilles vides et vous repartez avec les 6 bouteilles pleines. Ouais. Alors, c'est déjà minuscule. Ouais, alors, on n'a pas besoin du gouvernement ou d'autres. Ouais. Mais alors, je vous parlerai de ça dans le prochain. Parce que ça s'appelle la consigne. Et la consigne, elle est ou pas adoptée selon les règles que les États décident. En Allemagne, il existe la consigne. Même vous gagnez un petit peu de sous. La France, ça ne l'intéresse pas parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans le recyclage. Et voilà, ça fait que je vais passer. Avant excuse-moi, de partir sur le problème économique, parce qu'on rentre dans la thématique importante, donc les décisions que quelqu'un a pris, parce que quand même on parle de cette journée de l'océan, mais je pense qu'il y a des ministres et des responsabilités d'État à cet an prochain. Parce qu'après, disons, après les 2 aspects artistiques, effectivement, je pense que les questions-réponses, les questions du public vont être plutôt dans des solutions. Voilà. Ça veut dire que, vous voyez, bon, il y a des solutions, je dirais, un peu locales. Hein. Ça veut dire que chaque collectivité va organiser ces genres de collecte et tout. Il y a des solutions au niveau de l'État. Par exemple, ici, hein, alors, il n'y a pas là, mais ici, je peux vous montrer. Hein, ça veut dire que depuis 2020 jusqu'à 2023, on a déjà interdit pas mal de choses. Hein. Les sacs à usage unique, les billets dans les cosmétiques, les assiettes et gobelets, les tiges en coton.
les pailles, maintenant la vaisselle jetable aussi dans les fast-foods. Et l'idée de cette loi anti-gaspillage que le ministère de la Transition écologique a mis en place, c'est d'attendre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Est-ce qu'on va arriver? Je ne sais pas, mais il y a un petit espoir, en effet, qui sait aller un peu plus à un niveau supérieur. Et Anna, elle était toute la semaine passée à Paris dans une coalition de scientifiques parce que maintenant, il y a un comité comme la COP, hein, il y a un comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique. Alors, quel est le but? Mais d'abord, c'est agir sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, ça veut dire de la production, la consommation, jusqu'à la gestion des déchets, hein, promouvoir une économie circulaire et pas juste un recyclage qui va être linéaire, hein, deux fois on recycle une fois et après ça devient un déchet, et surtout responsabilité élargie aux producteurs. Parce que l'idée de la loi producteur-payeur en France, elle n'a pas marché. Mais je pense qu'ici, au niveau des Nations Unies, peut-être qu'on va arriver. Ça veut dire qu'il y a eu déjà des réunions hein, pour ce traité du plastique de l'ONU qui a commencé en novembre 2022 en Uruguay. Là, on est à Paris, hein, voilà, fin mai, où ils sont en train, les pays, de s'accorder pour une première version. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que les industriels vont accepter. Vous savez, c'est des négociations très difficiles entre les pays. Qu'est-ce qu'on peut inclure, qu'est-ce qu'on peut considérer comme déchets, qu'est-ce qu'on peut considérer comme responsabilité élargie de producteurs. Et normalement, au Kenya, en novembre, hein, il y aura cette première version de ce traité. Et l'année prochaine, il y aura encore 2 réunions. Ça veut dire que maintenant, c'est plus au niveau de la collectivité ou de l'État, c'est au niveau global. Et je pense que c'est la seule façon qu'on arrive à s'en sortir de ça. Alors là, j'ai mis qu'il faut repenser le plastique. Hein. Alors, il y a un artiste espagnol qui a mis ça, comme on travaille aussi ici sur l'art. Et je pense que c'est là le début. Hein. Il faut qu'on repense une autre fois à ces problèmes parce qu'on ne peut pas bannir le plastique. Hein. Le plastique, il est utile. Hein. Il faut savoir comment l'utiliser. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.